Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Orphelin est trahi et devient le magicien le plus fort. Quand le monde est né, Dieu a créé l'humanité et les sorcières. Dieu a accordé des pouvoirs aux sorcières dans le but d'aider et de guider les humains qui ne possédaient pas de capacité magique. Les sorcières ont accepté avec joie et ont promis d'aider les humains au nom de l'amitié. Cependant, de nos jours, les choses ont pris une tournure radicale. Les humains se sont retournés contre les sorcières et veulent qu'elles soient bannies. Alors que les sorcières se préparent à être exécutées publiquement, l'une des sorcières maudit les humains pour leur trahison, et elle espère que l'humanité périra avant d'être pendue. Pendant ce temps, dans l'Empire Rhodéa dans la région salsavienne, au milieu d'un désert, un jeune garçon nommé Adonis se plaint d'être fatigué après avoir voyagé pendant longtemps. Il est l'apprenti d'une sorcière des glaces nommée Chloé, qui étudie rigoureusement une carte pour déterminer le prochain itinéraire qu'il devrait emprunter. Adonis s'en prend à elle et lui demande pourquoi elle ne peut pas utiliser la magie pour déterminer leur emplacement. Chloé le congédie, lui rappelant que sa magie n'est pas gratuite. Alors qu'elle recommence à lire la carte, Adonis sort son smartphone, qui leur indique leur position précise. Aux grandes dames de Chloé, elle insiste pour qu'ils s'abstiennent de l'utiliser ou ils seront retrouvés. Mais Adonis explique qu'il a fabriqué le smartphone lui-même, il ne peut donc pas être utilisé pour les suivre. Parce qu'il utilise la magie d'invocation gratuite, il est assez rentable. Sa dernière technologie peut facilement les protéger des radars de l'armée. Adonis aurait pu s'arrêter là, mais il décide d'appuyer sur les boutons de Chloé en qualifiant ses méthodes de boiteuses, ce qui ne va pas en sa faveur. Il se retrouve avec une double bosse sur la tête à la suite de la gifle. Soudain, le visage d'Adonis devient sombre, et il demande à Chloé pourquoi ils doivent courir. Chloé comprend sa frustration et explique qu'elle est une sorcière, et après le changement d'attitude des gens envers les sorcières, vivre est devenu un combat. Elle essaie d'encourager Adonis, et ils reprennent bientôt leur voyage. Il est impératif pour eux de trouver un endroit tolérant envers les sorcières afin qu'ils puissent retrouver une vie en paix, ce qui était autrefois la norme. Voyant Adonis catégorique sur le fait d'étudier sous elle lui tire la jambe et lui demande s'il aime les femmes plus âgées, ce qui rend Adonis embarrassé et en colère contre elle. Chloé rigole, et Adonis se demande comment elle peut être heureuse dans un endroit horrible comme Rhydia, où les sorcières sont soumises à des atrocités. La haine d'Adonis envers la région est telle qu'il croit qu'il devrait éradiquer les humains avec de la magie. Juste à ce moment-là, quelque chose de brillant à distance attire leur attention. Un certain nombre d'hommes de l'armée dans des véhicules à grande vitesse s'approchent d'eux. Il devient vite clair qu'ils sont là pour éliminer Chloé, qu'ils considèrent comme une sorcière fugitive. Adonis prend une position défensive, mais Chloé l'arrête car il n'a pas l'habitude d'utiliser la magie et s'avance. Elle active sa magie de glace, l'Oléate, qui lui procure un bâton, qu'elle utilise pour soumettre les hommes de l'armée. Adonis, cependant, n'est pas du tout heureux, et après que Chloé ait fini, il demande avec colère pourquoi elle ne le laisserait pas utiliser la magie. Chloé explique qu'il est inexpérimenté, mais Adonis produit une énorme épée pour montrer qu'il est compétent. Chloé laisse glisser, mais Adonis la confronte et lui demande si son être humain est la raison pour laquelle elle l'empêche d'utiliser la magie car elle ne veut pas qu'Adonis élimine son espèce. Adonis est amené aux larmes alors qu'il partage à quel point il est frustré parce qu'il est incapable de protéger Chloé. Émue par ces paroles, Chloé embrasse Adonis. Pendant ce temps, la nouvelle de l'échec de l'élimination de la sorcière fugitive parvient au 23e empereur de l'Empire Rhydia, Géolf. Il s'énerve et ordonne à l'armée de lui amener Chloé. À l'insu du duo, l'une des machines que Chloé a gelées s'active, après avoir confirmé leur emplacement, crée un portail pour les téléporter au palais de la capitale. Chloé et Adonis commencent à flotter, et avant d'être transportés, ils se serrent la main. Au palais de la capitale, Géolf s'adresse aux citoyens de la région et provoque son auditoire contre les sorcières. Chloé est choquée que les sorcières aient pu terminer le transfert physique sur une si longue distance et en si peu de temps. Adonis réconforte Chloé et la rassure et nous apprenons qu'elle s'appelle Chloé. Nous voyons une station spatiale planer dans l'espace confirmant le transfert extradimensionnel de QS vers la place centrale de la capitale. La place centrale de la capitale apparaît avec l'empereur s'adressant modestement à ses sujets. Il a continué en leur racontant comment les sorcières et les magiciens les ont protégés de tout, de chaque catastrophe naturelle ou événement physique qui pourrait leur faire du mal et sa gratitude pour leur service. Son ton devient alors sérieux, et il exprime à quel point il est injuste que lui et ses sujets doivent adorer ces sorcières, tout cela parce qu'elles possèdent une magie étrangère à la connaissance humaine. Puis il dévoile sa grande flotte de dirigeables et de montgolfières qui protégeaient les voies respiratoires de toute la métropole de toute forme d'attaque. Ils ont d'énormes trains automatiques qui traversent l'intégralité de la métropole et un outil de puissance et de sagesse absolue, le smartphone.
Il est sincèrement satisfait de la révolution qu'ils ont subie en intégrant la technologie dans leur vie quotidienne. Ce qu'il a appelé la technologie des engins et le fait qu'ils n'ont plus besoin de compter sur les sorcières pour leur sécurité, leur protection et leur développement. L'empereur déclare alors la guerre à chaque sorcière et sorcier pour prouver qu'ils sont les chefs suprêmes du monde et non les sorcières. L'empereur descendit du podium. Alors que son partenaire le félicitait pour son discours bien prononcé, un éclair vert est apparu du ciel et a frappé le sol juste en dessous du podium où l'empereur prononçait son discours. C'était une large zone circulaire et nous avons vu Adnis et Chloé penchés là où le verre avait clignoté quelques instants auparavant. L'empereur appelle Chloé par son nom, s'attendant apparemment à ce qu'elle fasse une arrivée. Alors que l'empereur a l'air ravi, Chloé et Adnis n'ont pas l'air trop heureux d'être en sa présence. Adnis fait signe à Chloé de courir pendant qu'il lui fait gagner du temps. Il sort une plume mais il est rapidement débordé par les officiers de l'empereur. Il a du mal à se sortir de leur emprise mais en vain. À ce stade, nous découvrons qu'Adnis est son apprenti et qu'il est en fait humain alors que Chloé est une sorcière. Chloé se lève et s'adresse à l'empereur en tant que roi des humains le menaçant de lâcher son apprenti si elle apprécie la vie de son public humain. À ce stade, nous voyons de l'essence de mana se rassembler ici et une énorme boule d'énergie bleue apparaît au sommet de son bâton juste derrière elle. Chloé avoue qu'elle a laissé les humains vivre jusqu'à présent juste par pitié, mais maintenant elle était sur le point de détruire tout ce qu'ils aiment et dont ils se soucient. Alors qu'elle chargeait son attaque et la lançait, soudain la boule d'énergie bleue se brisa et se décomposa. Choquée et les yeux écarquillés, Chloé regarde avec incrédulité. L'empereur s'adresse à elle, lui disant à quel point elle était stupide de sous-estimer la puissance de la technologie qu'ils ont acquise, et un annuleur de photons magiques apparaît. Le public est vraiment ravi de l'annulation de la magie de Chloé, riant et se moquant d'elle. Adnis essaie également sa magie lorsqu'il est maintenu enfoncé, mais elle a également été annulée, donc rien ne se passe. L'empereur s'approche de Chloé, saisit son vêtement et le déchire en morceaux. Il lui donne ensuite une gifle retentissante qui la fait tomber au sol, lui disant qu'une sorcière qui ne peut pas utiliser la magie n'est qu'une femme. Ensuite, le public en a profité pour prendre quelques photos de la tristement célèbre sorcière tout en lui faisant des remarques grossières. Adnis parvient à se libérer de l'emprise des gardes de l'empereur mais il est à nouveau abattu par les gardes avant de pouvoir l'atteindre. L'empereur ordonne à ses gardes de tuer Adnis et à ce stade, Chloé lui incline la tête. Elle plaide pour que son apprenti soit exclu de son humiliation, affirmant qu'il est innocent puisqu'il est humain. Elle prétend qu'elle l'a pris comme esclave contre sa propre volonté. Elle n'arrêtait pas de supplier pour que sa vie soit épargnée tout en versant abondamment des larmes. Adnis essaya à nouveau sa magie, jurant de tuer tous les humains présents. Mais l'empereur, ne lui prêtant aucun esprit, leva un pistolet sur la tête de Chloé. Elle poussa sa tête vers le museau, acceptant son sort. Adnis versait maintenant aussi des larmes, se demandant pourquoi le destin leur avait donné une si mauvaise main. Chloé s'adresse à lui et lui dit merci pour tout. Il y a un flashback quand elle l'a ramassé comme un petit enfant affamé dans les rues. Chloé s'est approchée de lui, elle lui a proposé de l'aider à se lever et il a accepté. Soudain, il sort de ses souvenirs au son de la dame qui se fait tirer une balle dans la tête par un homme vêtu d'un costume blanc. L'empereur fait demi-tour pour partir et ses soldats se mettent en quatre pour tirer sur Chloé avec leurs fusils. Adnis est trop choqué pour parler. Une foule rassemblée regarde et filme cela. Furieux, il leur crie d'arrêter. Il commence à se souvenir de toutes les fois où ils étaient ensemble et à quel point il était vraiment heureux. Il la regarde tomber au sol alors qu'il pleure des yeux. La foule applaudit l'homme en blanc alors qu'il se tient devant eux en se sentant glorieux. Son garde se dirige vers Chloé et lui coupe la tête à l'aide d'une hache. L'empereur ramasse sa tête et la lève vers la foule pendant qu'ils applaudissent, tandis qu'Adnis pleure abondamment. 10 ans plus tard, dans un camp de prisonniers de l'Empire Rydia, des enfants sont enchaînés. 2 filles se disputent la nourriture et une fille nommée Duroka essaie de leur parler en leur offrant sa miche de pain. Mais l'une des filles vient de le lui arracher en lui demandant de rester à l'écart de leur dispute. Juste à ce moment-là, une fille nommée Anna s'approche d'elle pour savoir si elle va bien et pourquoi elle lui a donné à manger. Duroka évite simplement la question en lui disant de manière ludique qu'elle va bien. Ils s'assoient ensemble et Anna raconte à Duroka à quel point elle est généreuse. Elle se met à pleurer, attristée par le fait qu'on leur a dit que si toutes les sorcières étaient mortes, le monde serait meilleur. Mais ils se battent toujours même après que toute la technologie a été inventée. Duroka lui remonte le moral avec un spectacle de marionnettes, lui disant qu'ils iront bien quoi qu'il arrive et ils rigolent tous les deux tristement. Juste à ce moment-là, des gardes arrivent en criant le numéro d'un prisonnier et en lui demandant de se lever, mais personne ne répond. Effrayées, les filles ont chuchoté que c'était la 4e fois que quelqu'un était appelé et emmené et n'était pas ramené à l'unité de détention. Ils regardèrent tous les deux le garde avec effroi, se demandant qui avait été appelé.
Juste à ce moment-là, Duroka regarde leur étiquette pour découvrir que c'était Anna qui était appelée. Elle échange rapidement leur étiquette, prend le numéro d'Anna et répond au gardien. Il lui demande de le suivre. Pendant ce temps, Anna les regarde alors qu'ils s'éloignent tous les deux avec des larmes jaillissant de ses yeux sous le choc que Duroka se sacrifie pour elle. Elle craint le résultat en sachant pertinemment que Duroka ne reviendra pas. Duroka se tient entre deux gardes, interrogé par le directeur en chef papal. Il lui a demandé d'enlever ses vêtements, pour confirmer qu'il n'y avait pas d'infliction sur elle. Il était sur le point de la donner au Seigneur comme servante. Elle est choquée par sa demande mais regarde autour d'elle pour voir les corps d'autres filles et accepte tristement son sort. Le directeur continue d'augmenter la façon dont sa place est gérée par les impôts des gens, il doit donc bien les servir. Il attrape Duroka, la prenant avec force en photo avec lui. Alors qu'il est au téléphone pour envoyer la photo au RH, elle lui mord le doigt et lui attrape le téléphone. Papal crie à haute voix, disant aux gardes de poursuivre Duroka alors qu'elle s'enfuit de la pièce. Pendant l'exécution, Duroka essaie de déverrouiller chaque cellule en libérant tout le monde, mais se rend compte qu'il nécessite une reconnaissance vocale pour effectuer cette tâche. Elle essaie plusieurs fois de frustration mais est toujours incapable de déverrouiller les cellules. Elle commence alors à imiter le directeur en chef, à sa grande surprise, réussit à déverrouiller les cellules. Elle crie aux filles de courir alors que les portes s'ouvrent. Il y a une agitation alors que les cellules s'ouvrent et que les prisonniers commencent à courir. Les gardes sont incapables de contrôler la situation, alors ils appellent des renforts. Duroka court vers des portes dorées géantes et tape sur le téléphone pour le déverrouiller. La porte s'ouvre révélant une pièce avec un confinement en acier. Alors qu'elle fixe le confinement, des gardes l'attrapent, la frappant au sol. Ils tentent de contrôler la situation en empêchant les portes de l'enceinte de confinement de s'ouvrir. Mais il est trop tard car la porte s'ouvre. On voit alors un homme couvert de bandages, se libérant de plusieurs chaînes. C'est Adnis, qui est confiné depuis 10 ans et qui veut maintenant se venger. Regardez cette vidéo suivante. On se voit au prochain.